Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté. Bien différente de la précédente, je pense. Absolument. Candidate de la France Insoumise, eurodéputée. 1 heure d'entretien avec à mes côtés pour vous interroger. Cette fois-ci, Arlette Chabot, bonjour, qui a fait son apparition. Et toujours François Langlais à mes côtés. Une émission que je vous rappelle à suivre en direct sur tous les réseaux sociaux TF1 Info. Commençons, Manon Aubry, cette émission par une actualité qui a été beaucoup commentée. Hier soir, le concours de l'Eurovision et la participation d'Israël a entraîné plus que des crispations et des polémiques, ce n'est rien de le dire. Est-ce que votre parti, Mathilde Panot en tête, qui a appelé à exclure la participation d'Israël à ce concours, est-ce que c'est votre rôle d'exiger l'exclusion d'un pays tel qu'Israël, de vous immiscer dans un concours de chant ? Vous savez, moi j'ai toujours des réserves à assimiler des artistes, des sportifs à leur pays, mais le fait est que l'Eurovision est un concours entre pays et que ce que l'on défend, c'est ni plus ni moins que la cohérence. En 2022, la Russie a été exclue, à juste titre à mon sens, parce que la Russie avait envahi l'Ukraine en violation du droit international. Israël commet à l'heure actuelle des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Je pense qu'il en va de la cohérence, sinon il y aurait un deux poids deux mesures qui est insupportable et on ne peut pas utiliser l'Eurovision comme une machine à blanchir des massacres qui sont actuellement commis par Israël. Les deux pays, deux ados. Je ne dis pas que Israël fait la même chose que la Russie, je dis que dans les deux cas, il y a des violations du droit international. Attendez, elles sont constatées par toutes et par tous. Le 7 octobre. Non mais attendez, monsieur Langlais, plus personne ne croit sérieusement que ce qui est en train de commettre Israël dans la bande de Gaza est une réplique du 7 octobre. Je précise ma question. La Russie a été exclue parce qu'elle avait envahi, c'est-à-dire qu'elle avait commis un acte agressif contre un pays souverain. Est-ce que le gouvernement de Benjamin Netanyahou viole le droit international dans la bande de Gaza, monsieur Langlais ? Je vous dis que les situations ne sont pas comparables. La réponse, elle est oui ou elle est non ? De mon point de vue, elle est oui, et elle est du point de vue de l'ensemble des acteurs du droit international. La Cour internationale de justice a enjoint Israël à des mesures conservatoires. Il n'a pas juridiquement tranché sur le terme de génocide. Il a enjoint Israël à des mesures conservatoires. Écoutez, à Gaza, il est mort plus de 35 000 civils. À Gaza, il est mort autant d'enfants en 4 mois que dans l'ensemble des conflits internationaux en 4 ans. À Gaza, des enfants se font amputer sans anesthésie. À Gaza, l'aide humanitaire est en train de ne Israël plus pouvoir rentrer à cause de... Israël et Ce la n'est Russie, pas c'est ce que vrai. j'ai dit. Dans les deux cas, il y a des crimes de guerre qui sont commis. Et la cohérence veut la plus élémentaire. Il y a une causalité des événements qu'il faut aussi Monsieur respecter. Langlais, vous pensez sérieusement que ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle dans la bande de Gaza n'est qu'une simple réplique des attaques terroristes du 7 octobre ? Je constate comme vous que ça s'est produit après, en réaction à ces pogroms. D'abord, monsieur Langlais, la colonisation de la part d'Israël en violation du droit international n'a pas commencé le 7 octobre, ça, que ce soit en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. Et la question de la participation d'Israël ne se posait pas. Ce sont des violations du droit international. Mais là, pardon, vous avez le pire massacre qui est commis. J'ai entendu sur d'autres chaînes, oui, on peut aussi inviter la Palestine, comme ça, ils peuvent aussi chanter dans l'Eurovision. Mais attendez, les Palestiniens, ils n'ont pas le cœur à chanter. Ils sont en train d'être massacrés. Et toutes celles et tous ceux qui voudraient détourner le regard, eh bien, je leur dis qu'ils portent une lourde responsabilité. Regardez et moi, je suis fière de cette jeunesse qui s'est mobilisée, notamment à Malmö, en Suède, et qui a dit, oui, la question qui est posée n'est pas celle de la participation de cet artiste-là, spécifiquement, mais c'est la participation d'Israël. Et vous voyez que c'est très politique. Écoutez, quand vous avez des députés du Rassemblement national et des députés macronistes qui, ensemble, appellent à voter pour la candidate israélienne, évidemment... Et qui l'ont revendiqué, en effet, sur... Et évidemment que c'est politique. Soit dit en passant, il n'y a pas que sur ce sujet que les macronistes et l'extrême droite votent ensemble, ils votent aussi ensemble à l'Assemblée nationale contre la hausse du SMIC. Il ne s'agit pas de tout mélanger. On parle... Le candidat français, Slimane, François, au moment de la répétition hier, a eu des mots très simples pour dire, finalement, moi je voulais chanter depuis que j'étais tout petit pour la paix. Il a pris parti à sa façon dans ce débat, de façon très noble et convaincante. Ça vous a pas inspiré là, des commentaires élogieux sur sa position ? D'abord, j'observe que certains, notamment députés macronistes et d'extrême droite, avaient à cœur de soutenir davantage la candidate israélienne que la candidate française. Mais vous savez, l'Eurovision, c'est se voiler la face de ne penser que ça n'a pas une dimension politique. Dans les années 70, vous avez les chanteurs portugais et espagnols qui chantaient contre Franco et Salazar. En 2004, vous avez la Grèce qui a refusé de participer pour protester contre l'invasion de Chypre. Bien sûr que c'est politique. Vous avez la candidate du Royaume-Uni dans les années 2000 qui a obtenu 0 point pour protester contre l'invasion et
l'attaque de Tony Blair. Et juste précision, Manon Aubry, on ne peut pas, en tant que Français, voter pour le candidat français. Juste précision. Donc, ces candidats macronistes, vous dites, ont voté pour le candidat israélien. Vous ne pouvez pas voter pour Slimane, le français. Moi, je suis quand même frappée que des députés qui vont des macronistes jusqu'à l'extrême droite, en passant par Nadine Morano, ont fait du prosélytisme toute la soirée pour voter pour la candidate israélienne, et après on vient nous dire à nous que ce n'est pas politique, ce concours de l'Eurovision. Attendez 5 minutes, moi j'aimerais plutôt qu'ils passent du temps à essayer de faire voter pour, soit dit en passant, c'est payant d'envoyer un SMS pour voter pour l'Eurovision, j'aimerais qu'ils incitent bien davantage à aller voter pour les élections européennes le 9 juin, et vous savez quoi, le 9 juin, on aura des moyens d'action, notamment pour mettre fin au massacre dans la bande de Gaza. Ce que nous demandons, c'est un embargo sur l'envoi d'armes vers Israël pour que les armes françaises ne servent pas et les armes européennes à détruire très peu et massacrer d'armes françaises sont envoyées. Il y a 100 000 têtes de missiles qui ont été envoyées à Israël, et d'autres États, comme le Canada, ont décidé d'un embargo sur l'envoi d'armes. Je pense que ce serait l'honneur de la France et de l'Europe, mais aussi de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Voilà ce que nous, en tant que députés européens, nous allons proposer, défendre le 9 juin. Et je dis à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, si vous en avez marre du 2 poids, 2 mesures, si vous voulez protéger les civils partout dans le monde, alors votez pour celles et ceux, en l'occurrence la France Insoumise, où nous avons été les seuls à tenir ce discours de vérité, mais aussi de cohérence de ce conflit. Et vous avez vous-même soulevé un problème. Vous dites, j'ai toujours eu du mal à associer des sportifs ou des artistes à un pays. Ben justement, la candidate, hier soir, qui chantait, cette jeune femme, vous ne savez pas si elle est, par exemple, très, très en colère contre Netanyahou, si sa famille ou ses amis ne manifestaient pas hier dans les rues encore de Tel Aviv pour dire libérer les otages. Donc, perturber sa prestation, essayer de l'empêcher de chanter, ça veut dire qu'elle est forcément coupable, complice du gouvernement israélien. Ça, c'est franchement insupportable, non ? C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je défends, c'est justement un enjeu de cohérence. On peut avoir des réserves à la base. Vous savez, moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Ouais. J'ai été en sport-études et ça m'a toujours interrogée. Comment régler ça sur les Jeux Olympiques ? La question s'est posée de la même manière, la bannière neutre aux Jeux Olympiques, qui je trouve une manière de trouver une solution, c'est-à-dire de garantir la participation et de ne pas sanctionner la performance sportive, sans pour autant donner une tribune à un État qui est en train de commettre un massacre. Elle chante. Attendez, vous n'aviez pas un petit... Alors, vous avez regardé l'Eurovision hier ? Oui. Eh bien, vous avez vu comme moi, chaque représentant agiter les drapeaux de son pays. C'est un affrontement de nations, personne ne peut l'ignorer, Arlette Chabot. Vous pouvez être patriote, défendre votre pays et être contre la politique du gouvernement. Vous-même, par exemple. Pas incompatible. Si vous chantiez, pardon, Madame Brie, si vous étiez... Je chante très mal, donc je vous déconseille de m'envoyer à l'Eurovision. Alors, vous faites du sport, hein, je sais, dans l'eau, etc., water polo, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Voilà, vous seriez championne de water polo, on vous dirait... Vous êtes comptable de la politique d'Emmanuel Macron ? Non, mais là, on ne parle pas de désaccord politique. On parle d'un gouvernement qui commet des massacres. Vous ne pouvez pas tout confondre. J'ai évidemment des accords très profonds avec le gouvernement d'Emmanuel Macron. On y reviendra. Mais je n'associe pas Emmanuel Macron aux massacres qui sont commis par le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. On ne parle pas de n'importe quelle situation politique. Écoutez, à Gaza, on a un peuple entier qui est en train de se faire décimer et on doit détourner le regard. Voilà à quoi sert l'Eurovision. La mobilisation qu'il y a eu hier et qui d'ailleurs dépasse largement les rangs de la France Insoumise. Il y avait dans la rue des militantes écologistes comme Greta Thunberg, des militants du monde entier qui ont exprimé un choc, si vous voulez, de savoir le peuple gazaoui se faire massacrer et de savoir que le peuple et l'État qui est en train de massacrer le peuple gazaoui a une tribune dans un cadre festif. Oui, c'est choquant. C'est choquant et la meilleure raison... Le meilleur moyen de résoudre ce paradoxe, c'est d'avoir de la cohérence. Et puisque ça a été interdit, la Russie a été interdite de participation en 2022, et bien de décider la même chose vis-à-vis d'Israël en 2024. Manon Aubry, on va parler de vos combats contre les traités de libre-échange, la vie chère, mais ça semble passer complètement au second plan par ce conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression que vos collègues de la France Insoumise, avec cette guerre à Gaza, n'ont pas rendu votre campagne un peu inaudible ? D'abord, le conflit à Gaza, il s'impose à nous toutes et à nous tous, et personne n'a choisi le carnage humanitaire en cours dans la bande de Gaza. Et il ne s'agit pas du tout de le nier. Eh bien, écoutez, moi, je suis fière de défendre la voie de la paix dans ces élections européennes et dans cette campagne. Mais je vais vous poser une question assez simple. Est-ce que vous avez écouté un seul de mes meetings ?
J'ai écouté des extraits, mais... Il y a du choix, hein. J'ai été en meeting à Grenoble, où il y avait plus de 1000 personnes. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que vous ne parliez que de ça. Mais le fait est que ça s'impose. Je suis sympa, Marie Chantrey. Il y aura plusieurs sessions de rattrapage. Demain, je serai en meeting à Amiens avec François Ruffin. Samedi prochain, je serai en meeting à Bordeaux. Et vous aurez l'occasion de m'écouter. Et vous verrez et vous constaterez il y a deux campagnes parallèles. Pardon ? C'est vrai que vous dites qu'il y a deux campagnes parallèles. Absolument pas. Je serai en meeting aussi avec Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan dans les semaines qui viennent, si c'est ça qui vous interroge. Mais évidemment, il y a plusieurs sujets dans cette campagne. Et nous avons dit dès le début que non seulement nous porterons de la voix de la paix, mais que nous porterons aussi de la voix de la relocalisation industrielle, agricole, pour éviter d'aller chercher à l'autre bout du monde du lait, des fruits, des légumes, de la viande qu'on sait produire ici. Et vous avez rappelé mon opposition très ferme aux accords de libre-échange. Je préside au Parlement européen le seul groupe qui n'a jamais voté ces accords de libre-échange. Et on y reviendra. Mais sur ce sujet-là, précisément, on a l'impression que parfois c'est un peu plus important que les enjeux européens. Mais écoutez-nous, d'abord, pourquoi c'est important ? Parce que le Parlement européen a des leviers. Et j'en parlais à l'instant, des leviers, notamment pour un embargo sur l'envoi d'armes, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Ça peut être décidé à l'échelon européen. Mais je mène la bataille avec autant d'ardeur, autant de passion peut-être, sur les questions aussi budgétaires. J'ai lancé l'alerte sur la plus grande crise d'austérité qui s'annonce face à nous et qui va dépouiller nos écoles de professeurs, nos hôpitaux de soignants, qui va augmenter le reste à charge sur les médicaments. Ça, évidemment, mais encore une fois, vous répondez pas. Mais pardon, vous vous êtes confié à nos confrères du Monde. Vous dites, j'essaie de faire campagne sur mes sujets, je n'ai ni la maîtrise, ni le contrôle des propos de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que parfois vous subissez pas, peut-être, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est quand le dernier média qu'il a fait, Jean-Luc Mélenchon ? C'est vrai qu'il est assez absent, mais on l'entend et on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce qu'il a la volonté de me laisser la place en tant que tête de liste. Et pardon, mais qui pose les questions ? Moi, je réponds aux questions que vous me posez. Et si vous me posez des questions sur Gaza, je ne détourne pas le regard et j'y réponds. Mais je vous invite à aller regarder ce que nous racontons par ailleurs. J'étais présente aux 20h de TF1, une excellente chaîne, puisque c'est le même groupe, je peux le dire. Absolument, dimanche dernier. Dimanche dernier, j'invite chacune et chacun à regarder mon intervention. Quand on me pose des questions sur d'autres sujets, j'y réponds. Et on vous posera d'autres questions. Et je fais aussi campagne, et je le dis, puisque manifestement vous me posez peu de questions là-dessus, je fais aussi campagne contre le racket social et la vie chère. Je fais campagne pour que les Françaises et les Français ne se laissent pas faire les poches par ce gouvernement qui a lancé un petit concours Lépine de comment on va... Rassurez-vous, on y viendra. François, je compte sur vous. Il nous reste 40 minutes d'émission. Avant qu'on ne vienne à ces sujets, encore une question justement sur... Je sais qu'ils vous sont chers en plus, monsieur. Bien sûr. Une question quand même, une question fondamentale sur l'actualité internationale. Gilles Kepel, que vous connaissez, un analyste notamment du monde musulman, disait sur ce plateau, il y a peu, à l'occasion d'un livre qu'il publie, finalement les événements d'Israël, 7 octobre et ses suites, ont eu plus d'impact dans nos sociétés que n'en avait eu le 11 septembre 2001, au moment de l'attentat contre les tours du World Trade Center. Est-ce que vous partagez ce jugement, et si oui, à quoi l'attribuez-vous ? Je ne sais pas si on peut dire qu'il a eu plus d'impact. Là, je vous dis mon sentiment personnel. Bon, il se trouve que le 11 septembre 2001, j'avais 11 ans. Mais je pense qu'on fait partie de cette génération quand même traumatisée de voir en direct des tours qui s'effondrent. Mais là, on est sur un conflit entre Israël et la Palestine qui dure, qui n'a pas démarré le 7 octobre, qui a démarré bien avant. Et on a un massacre sans précédent. Je veux dire, 35 000 civils morts en l'espace de quelques mois. Deux massacres sans précédent. Oui, bien sûr, 2 massacres sans précédent. C'est pas pareil, 1 et 2. Non, vous avez tout à fait raison. Et je veux dire, pour moi, une vie vaut une vie et j'essaie de protéger toutes les vies. Et le meilleur moyen, vous savez, de protéger les vies israéliennes comme les vies palestiniennes, c'est de garantir une solution à 2 États. Ce que je n'ai eu de cesse de demander, de proposer depuis des mois. Et je me souviens du président de la République, Emmanuel Macron, qui avait ouvert la porte à la reconnaissance de l'État de Palestine. C'est pas rien si on veut qu'il y ait 2 États qui cohabitent ensemble. Il y a plus de 140 États dans le monde qui reconnaissent l'État de Palestine. Nos voisins européens, l'Espagne, l'Irlande, le propose et propose que ce soit fait de manière concertée au niveau européen. Mais qu'attend la France ? Où est la diplomatie française qui, je pense, dans notre histoire, a joué un rôle comme une facilitatrice du dialogue ? Franchement, en tant que députée européenne, de manière singulière en ce moment,
J'ai honte. J'ai honte de mon pays qui continue à envoyer des armes. J'ai honte qu'on n'élève pas la voix pour dire au gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, stop, ça suffit, arrêtez de bombarder les civils qui n'y sont pour rien. Il y a une intervention du président de la République qui a téléphoné au Premier ministre israélien encore une fois la semaine dernière. Pourquoi il y a même les Américains qui disent stop, Biden dit. Pourquoi dans ce cas-là, je vois que vous faites très bien l'avocate d'Emmanuel Macron. Non, pas du tout. Pourquoi ne reconnaît-il pas l'État de Palestine? Pourquoi ne décide-t-il pas d'un embargo sur l'envoi d'armes vers Israël? Pourquoi ne demande-t-il pas la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, alors que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël? Vous voyez, moi, des mots, là, ça suffit. Il faut des actes. Et vite, parce que chaque heure compte dans la bande de Gaza. On a quand même des civils à qui on a dit, dans la bande de Gaza, allez vous réfugier, le gouvernement israélien leur a dit, allez vous réfugier dans le sud de l'enclave, à Rafah. Et là, à Rafah, vous avez 1,5 million de personnes, c'est pas rien, 1,5 million de personnes qui sont pris au piège et à qui on dit fuyez. Mais où? La frontière est fermée au sud, l'aide humanitaire n'entre plus. Où est-ce que vous voulez qu'ils aillent? Et donc, moi, je veux que mon pays, la France, ait cette voix qui compte dans la diplomatie internationale et dise et agisse pour stopper ce massacre. Vous l'avez dit, même le gouvernement des États-Unis, qui a été un partenaire de longue date, un allié de longue date, commence à arriver un peu à la raison, où Joe Biden dit peut-être qu'on va arrêter d'envoyer des armes qui servent à massacrer le peuple gazaoui. Eh bien, dont acte, allons-y, allons plus loin. Œuvrons, je suis persuadée que si tous les États occidentaux, États européens et les États-Unis disaient au gouvernement de Benjamin Netanyahou, maintenant stop, on vous envoie plus une seule arme, vous avez plus de débouchés commerciaux, je suis sûre que le massacre s'arrêterait et qu'enfin on pourrait reprendre ce chemin diplomatique que nous devons reprendre, qui est celui d'une solution à deux États pour que Israéliens et Palestiniens puissent vivre en paix et en cohabitation. C'est ce qu'on souhaite toutes et tous, je crois. D'un mot pour solder ce chapitre, il y a une grosse question qui se pose. On dit, de toute façon, l'intérêt effectivement pour Gaza, c'est aussi un intérêt électoral, c'est-à-dire faire voter les Français musulmans. On pose la question. Franchement, mais quel cynisme. Quand on regarde, non, mais je vous pose le cynisme, il peut se pencher. Non, mais quel cynisme. Alors, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a effectivement un intérêt électoral? Mobiliser des jeunes qui ne vont pas beaucoup voter et aussi des Français musulmans. C'est la question d'un choix qui aurait été fait, qui peut se comprendre, ce qui n'enlève rien à la cause juste qui est de défendre évidemment le peuple gazaoui. Permettez-moi de répondre avec un peu de fermeté, parce que je pense que c'est d'un double cynisme. D'abord, c'est réduire nos compatriotes de confession musulmane dans notre pays à cette simple question. Et permettez-moi de penser que nos compatriotes de confession musulmane, d'abord, ne sont pas les seuls à être choqués par ce qu'il se passe dans la bande de Gaza, premièrement, et deuxièmement, ne sont pas mobilisés uniquement sur cette question s'ils sont amenés à voter pour nous. Peut-être qu'ils sont amenés aussi à voter pour nous parce que nous nous mobilisons contre tous les racistes et les xénophobes comme Marion Maréchal Le Pen que vous aviez sur ce plateau précédemment. Et deuxième raison pour laquelle votre question, et je pense c'est d'un cynisme absolu, permettez que nous nous mobilisions juste touchés et avec à cœur de défendre la dignité humaine, notre humanité la plus élémentaire. Parce que peu importe la confession de celles et ceux qui meurent sous les bombes israéliennes, moi je suis pour qu'on puisse sauver l'ensemble des vies dans la bande de Gaza comme partout dans le monde. Pardonnez-moi d'activer tous nos leviers et je continuerai à le faire, peu importe leur religion, je vous le dis. Et je commence à un peu en avoir marre de cette question parce que finalement ça dit que on s'intéresserait à cette question pour d'autres raisons que celle de défendre la vie de civils. Moi, je vous le dis, je défends le droit international, je défends la vie de civils, quelle que soit la religion. Alors maintenant, stop à ces questions. Je me fais la défenseuse d'Arlette Chabot. Pardonnez-moi, mais certains de vos opposants vous accusent de clientélisme électoral, qu'ils le disent tel que. Peut-être que ces personnes-là préfèrent détourner le regard. Parce qu'eux-mêmes ont honte de leur comportement et de leur attitude. Honnêtement, la responsabilité de l'ensemble de la classe politique à l'heure actuelle ne devrait pas être d'œuvrer à un cessez-le-feu. Bien, vous voyez, moi j'essaie d'utiliser mon énergie, mon temps de parole pour proposer des solutions politiques. J'en ai fait la démonstration pas plus tard qu'il y a quelques minutes à votre antenne en disant voilà pourquoi je me bats. Et franchement, toutes les autres questions politiciennes, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est le plus rapidement possible que ce massacre et ce carnage s'arrêtent. Manon Aubry, un rassemblement national, malgré tout, toujours très très haut, à plus de 30% d'intention de voix. Assumez-vous, comme le fait un certain Léon Desfontaines, candidat communiste à ces européennes, une part de responsabilité. Il le dit, ces paroles de certains électeurs du Rassemblement national, je pense à cette vidéo virale d'une colombe électrice du RN depuis plusieurs années, 6 millions de vues. Ces paroles, dit-il, sonnent le rappel d'un échec collectif qui vous a oublié et méprisé. Est-ce que c'est une partie finalement de votre responsabilité
responsabilité, cette montée du Rassemblement national. Est-ce que vous prenez votre part ? Ça vous a pas échappé que nous n'étions pas au pouvoir ces dernières années. Et que je pense les premiers à porter une responsabilité, c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron. Justement, vous auriez pu capter les oppositions, pas du tout. Mais vous savez, moi j'ai essayé de faire en sorte de construire une alternative, notamment en proposant une liste commune de la NUPES pour ces élections européennes. Et d'ailleurs, j'ai avec moi ce programme de la NUPES. C'est encore ça que je vais défendre pour ces élections européennes, parce que je pense que c'est la seule alternative au duo entre, d'un côté, les macronistes et l'extrême droite. Mais la NUPES est morte. Non, elle n'est pas morte. En tout cas, vos anciens alliés le disent. Peut-être qu'ils préfèrent se détourner du programme de la NUPES, qui, soit dit en passant, était bien pratique pour se faire élire il y a 2 ans à l'Assemblée nationale. Vous voyez, moi, je suis cohérente. J'ai défendu ce programme il y a 2 ans. Je le défends encore aujourd'hui. Et permettez-moi de finir sur votre question, parce que, oui, elle nous saisit tous. Franchement, notre pays, dans lequel l'extrême droite est à 30% dans les intentions de vote, déjà, ça doit être un appel à la mobilisation à toutes celles et à tous ceux qui se refusent à ce programme raciste et xénophobe, mais en plus antisocial, parce que, pardon, mais Jordan Bardella, c'est le larbin des grands patrons. Quand il s'agit de voter contre la hausse du SMIC... vous appartiennent. Hein. Quand il s'agit... Oui, et je les assume tout à fait. Je l'ai vu faire la danse du ventre au moment de l'audition devant le MEDEF. Et Jordan Bardella, vous savez... Quand il s'agit de voter contre la hausse du SMIC, contre la taxation des super-profits et la taxation des super-fortunes, il vote main dans la main avec les macronistes. Mais aussi quand il s'agit de voter la loi immigration. Et quand j'ai vu le président de la République faire une petite suite de vidéos hier en disant « je lutte contre les extrêmes », pardon, il lutte contre l'extrême droite en reprenant mot pour mot son programme, notamment dans la loi immigration. J'ai un peu le sentiment qu'on a demandé à Jérôme Cahuzac ou à M. Balkany de lutter contre l'évasion fiscale. On se fout de nous. Et donc, face à ça, il faut une gauche de combat, ferme sur ses appuis, sur ses valeurs, sur son programme, qui propose une alternative. Et c'est ça aussi l'enjeu de cette élection du 9 juin, c'est de commencer l'après-Macron. Est-ce que vous voulez laisser les clés du pays à l'extrême droite ? Ou est-ce que vous voulez une gauche qui fait du partage des richesses, qui fait de la planification écologique et de l'action contre le réchauffement climatique, qui fait de la relocalisation de nos industries et de notre agriculture, sa boussole et ses objectifs politiques? Maintenant, c'est aux électeurs de trancher. Moi, je suis là pour essayer de les convaincre. François. Vous avez mis en cause récemment des candidats français et leur rémunération. C'était Valérie Hayé, c'était Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy. Vous expliquez, en gros, ils sont payés par les lobbies. En plus de leurs indemnités de parlementaires. Et puis, enquête faite, il s'agit pour Bellamy et Glucksmann de droits d'auteur, ce sont des auteurs qui ont reçu donc la rémunération de leur travail, et pour Madame Hayé, d'élus de parlementaires. Madame Hayé porte plainte, c'est ce qu'elle vous a dit, Marie, cette semaine, contre vous. Franchement, vous qui vous défendez justement d'éthique, est-ce que vous n'avez pas parlé un peu vite ? Absolument pas, et je vois que les macronistes, et Valérie Hayé la première, quand elle est à court d'arguments politiques, elle préfère le déplacer sur le terrain judiciaire. Non, sur le fond. Droit d'auteur. J'y arrive, monsieur Langlais, j'y arrive. Le fond du sujet, c'est que vous avez un député sur 4 au Parlement européen qui touche des rémunérations annexes. Et quand j'ai sorti ça, tout le monde me dit « Mais attends, c'est pas possible, c'est illégal ». Non, c'est légal. Et parmi ces rémunérations annexes, vous avez aussi sur mon visuel, vous l'avez montré à l'écran, vous avez aussi des députés qui touchent des droits d'auteur, vous avez des députés qui touchent des indemnités d'élus. Moi, à titre personnel, je cumule des lobbies, des mandats. Et vous avez des députés qui touchent de l'argent de lobbies, d'États étrangers ou d'entreprises directement. Le et j'ai moins fait une qu'on puisse proposition. s'attendre de vous, c'est de faire le départ entre ceux qui touchent de l'argent des entreprises et ceux qui touchent de l'argent de leurs fonctions électives, voire de leurs droits d'auteur. C'est pas du tout la même chose. Monsieur Langlais, j'ai fait une proposition très simple, c'est que chacune et chacun des têtes de liste pour les élections européennes s'engage à ce que l'ensemble des élus de sa liste ne reçoivent le moindre euro, le moindre centime de ce qui pourrait représenter un conflit d'intérêts. Et j'observe que Valérie Hayé refuse de s'engager sur le sujet. Pourquoi ? Que cache-t-elle ? Que veut-elle masquer ? Elle masque à la fois son vote contre cette proposition qui est pourtant de bon sens et que j'ai fait pas plus tard qu'il y a quelques semaines à la dernière session plénière du Parlement européen. Et Madame Hayé cache aussi des rémunérations annexes très généreuses que reçoivent certains députés de son groupe. Je pense par exemple à un autre député que j'ai mis sur mon visuel. Mais les trois que vous citez ne sont pas dans ce cas-là. Guy Verhofstadt. Et vous mettez en cause Monsieur leur Langlais, probité. Écoutez-moi d'aller jusqu'au bout. Oui, je remets en cause leur probité. Guy Verhofstadt qui reçoit plus de 130 000 euros de la part d'entreprises. Vous trouvez ça normal ? Ça n'est pas lui dont vous avez parlé, ça n'est pas lui dont on parle.
bien, j'ai parlé de toutes ces rémunérations annexes-là. Vous en avez cité 3 qui ne sont pas dans ce cas-là. Remettez mon visuel à l'écran, vous verrez qu'il y a une diversité de situations dans les rémunérations annexes. Justement, ça n'a rien à voir, c'est ça le problème. J'ai fait une proposition qui est très simple, qui est celle d'interdire les rémunérations annexes qui posent des conflits d'intérêts. Chacune et chacun pourra dire, il pourra justifier si sa rémunération annexe pose un conflit d'intérêts ou non. Et la réalité, vous voyez, c'est que moi, j'en ai marre de tous ces députés, notamment après le plus gros scandale de corruption qui a émaillé l'histoire de notre institution du Parlement européen, le Qatargate. Vous vous souvenez des parlements européens, dont une vice-présidente socialiste qui a pris des centaines de milliers d'euros du Qatar pour influencer la loi européenne. Vous faites de l'amalgame. Et non, je ne fais pas de l'amalgame. Si. Monsieur Langlais, je me souviens, après ce scandale, si vous me laissez aller jusqu'au bout, après ce scandale, les députés sont venus tous la main sur le cœur dans l'hémicycle en disant « plus rien ne sera jamais comme avant, on va changer les règles ». J'ai proposé d'interdire les rémunérations annexes qui posent des conflits d'intérêts. Et bien au moment où il a fallu changer les règles, j'étais bien seule à le proposer. Et moi je suis contente de faire parler de cette proposition dans cette campagne. Et je dis aux gens, si vous voulez faire primer l'éthique contre le fric, si vous voulez envoyer des députés incorruptibles au Parlement européen, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je suis la seule à m'être engagée à ce qu'aucun de mes élus ne reçoive de rémunération annexes. Quitte à mettre en pâture des noms qui n'ont rien à voir avec cela. C'est pas mettre en pâture, chacune et chacun pourra dire s'il est concerné ou non par cette situation. Vous avez reçu la plainte de Valérie Hayé ou pas encore ? Je n'ai pas reçu la plainte de Valérie Hayé. Et tiens, je vous fais une proposition. Plutôt que de dépasser le terrain sur le débat sur le terrain judiciaire, qui est un peu la tendance des macronistes en ce moment, je fais une proposition, un débat à Valérie Hayé, où on débat du sujet de l'éthique en politique et de comment recréer de la confiance dans les institutions européennes où l'opacité est la règle. Je suis sûre qu'LCI sera ravie. L'invitation est Je suis sûre qu'LCI sera ravie. Arlette, corrompus. Vous avez dit les députés corrompus ou pas. Ils ne sont pas corrompus, ceux-là, parce qu'ils ont touché les droits d'auteur. C'est ça qui ne va pas. C'est insupportable de dire ça. Je viens de vous dire que toutes les rémunérations annexes ne se valent pas. Mais quand vous avez des députés qui reçoivent de l'argent d'entreprises, de lobbies ou d'États étrangers, on peut logiquement se poser la question: à qui rendent-ils des comptes ? Est-ce qu'ils rendent des comptes aux citoyens qui les ont élus ou est-ce qu'ils rendent des comptes aux entreprises qui les payent ? Et quand ils, pour certains d'entre eux, reçoivent même plus d'argent de la part des entreprises qui les payent que leurs indemnités d'élus, alors là, la question, elle est vite répondue. Le débat est lancé. C'est la raison pour laquelle je propose cette interdiction. Je regrette que Valérie Hayé ne s'y engage toujours pas, mais l'invitation est lancée pour un débat autour d'un plateau. Absolument lancée. Votre affiche et votre slogan pour ces européennes, la force de tout changer. Il n'y a rien à garder dans cette Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, Manon Aubry ? Bien sûr qu'il y a des choses à garder et des choses que nous avons gagnées après d'âpres batailles au Parlement européen. Je pense notamment à la directive européenne sur les travailleurs des plateformes, les travailleurs ubérisés, où on a gagné, grâce à ma collègue Leïla Chaibi notamment, une protection sociale, c'est-à-dire une protection quand ils sont en arrêt maladie, une cotisation à la retraite, bref, la protection que n'importe quel salarié dans notre pays a, et c'est une belle victoire. Moi, j'ai bataillé pour une responsabilité des entreprises multinationales quand elles violent les droits humains ou saccagent l'environnement dans leur chaîne de production. Ce sont 2 victoires qu'on a obtenues d'ailleurs contre Emmanuel Macron, qui est la démonstration que même avec quelques députés insoumis, on peut avoir des victoires et qu'il faut en envoyer plus au Parlement européen. Mais pourquoi on veut se donner la force de tout changer ? À plusieurs niveaux. D'abord, tout changer des politiques européennes. Je parlais à l'instant des politiques d'austérité. Je lançais l'alerte sur la plus grande cure d'austérité en Europe, qui va se traduire concrètement par moins de professeurs à l'école, moins de soignants à l'hôpital, un reste à charge sur les médicaments qui augmente. Et on voit que le gouvernement, en conséquence, s'est lancé dans une forme de concours Lépine pour faire les poches des Français. Un jour, la réforme de l'assurance chômage, le lendemain, le gel des pensions de retraite, que jamais il s'attaque aux super profiteurs ou aux super fortunes. Donc tout changer, je termine juste sur ce qu'il faut changer et après, promis, je prends votre question. Donc tout changer des politiques d'austérité. Je vous donne juste un deuxième exemple. Tout changer aussi des accords de libre-échange que j'évoquais un peu plus tôt, qui fait qu'on va chercher à l'autre bout du monde des produits, des marchandises qu'on sait et qu'on peut produire ici. Et je disais que j'étais la seule présidente de groupe à avoir refusé tous ces accords. Et puis tout changer enfin, parce que ces politiques-là, en Europe, pour bien comprendre comment ça fonctionne, elles sont menées de concert par les sociodémocrates, les socialistes, les libéraux et la droite qui gouvernent. Et donc il faut tout changer de cette cogestion européenne pour tourner la page en Europe, mais aussi en France, pour pouvoir commencer l'après-Macron. François. Oui, vous utilisez un mot intéressant, cogestion. C'est vrai que je lis votre programme, vous parlez de la Banque Centrale Européenne. Et vous lui dites, voilà, il faudrait qu'elle finance la transition écologique, les déficits de l'État, et disons, globalement, qu'elle contribue davantage à l'économie et à la croissance. Le problème, et c'est pas anodin,
c'est que justement la BCE, c'est une coopérative, c'est une cogestion. La France ne représente, vous le savez, qu'une quinzaine de % au capital, qu'on fait ça avec 20 autres pays qui ne sont pas du tout d'accord avec vos propositions. Donc on se dit en lisant ce programme, oui, pourquoi pas, mais quelle chance ça a d'être appliqué dans la mesure où ça dépend évidemment d'abord des électeurs français, mais quand bien même ils vous porteraient au pouvoir, il y a 19 pays qui disent « mais attendez, ça ce sont des fariboles dont nous ne voulons pas ». Le premier problème, Monsieur Langlais, de la Banque Centrale Européenne, c'est d'abord qu'il n'y a pas de contrôle démocratique. On est la seule Vous ne répondez pas à ma question, pardon. Si. Je peux être d'accord avec vous. Dans mon programme, la première proposition, la première ligne sur la Banque Centrale Européenne, il y a plus de 480 propositions sur mon programme et je les connais toutes. Donc vous, 489, vous pour être très précise. Et donc je suis ravie. L'unionpopulaire.fr, si vous voulez le retrouver. Et donc la première ligne, j'y arrive. La première ligne. Laissez-moi répondre sur la Banque Centrale Européenne, c'est un sujet intéressant. La première ligne sur la Banque Centrale Européenne, c'est de reprendre un contrôle démocratique. Parce que nous sommes la seule zone démocratique au monde où l'on discute de la politique budgétaire démocratiquement, mais l'on ne discute pas démocratiquement de la politique monétaire. Vous ne pourrez pas le faire seul. C'est pour ça qu'il faut changer les traités européens et que nous sommes cohérents. Vous ne pourrez pas le faire seul. Nous sommes cohérents et c'est la raison pour laquelle nous avons dit et nous n'avons eu de cesse de proposer un changement des traités européens. Je rappelle que François Hollande lui-même l'avait proposé et a fini par trahir cette promesse. Je rappelle que les Français, en 2005, avaient refusé ce traité constitutionnel européen-là, démocratiquement, et que depuis, on leur a imposé. Si, puisque le traité de Lisbonne, par la suite, est une copie de ce traité-là. Si François Hollande n'y est pas parvenu, c'est précisément parce qu'il y a 27 membres. C'est précisément parce qu'il a baissé les bras. Et c'est bien ce que je reproche à cette... ça engage plusieurs signataires. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons d'agir à plusieurs niveaux. Bien sûr qu'à terme, et le plus rapidement possible, il faut changer les traités européens. Mais j'ai conscience, vous avez raison, que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Vous ne serez pas suivi par tous. Et que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles nous disons, si nous voulons être cohérents avec nos ambitions, notamment en matière climatique, oui, il faudra assumer un rapport de force sur certaines règles européennes. Je vous prends 2 exemples. Le marché de l'énergie qui a fait exploser les factures d'électricité pour les Françaises et les Français, on l'a tous constaté, plus 45% en 2 ans. Eh bien, nous disons que nous ne respecterons pas les règles qui remettront en cause les tarifs réglementés de l'électricité pour protéger les factures des Français. Et deuxième exemple, quand la Commission européenne nous demande de mettre en concurrence et donc de vendre une partie de fret SNCF, c'est-à-dire le transport de marchandises sur des trains. Résultat, la France est à la traîne au niveau européen. On n'a que 10% de nos marchandises qui sont transportées sur des trains. C'est pas parce qu'elle a mis en place la concurrence. Si, ça va s'empirer dans les années qui viennent. C'est désastreux, je vous rejoins. Et vous le savez, précisément parce qu'on refuse d'investir dans le fret SNCF. Eh bien, sur ces 2 exemples-là, nous assumons de dire qu'en toute hypothèse, il faut mener ce rapport de force pour faire changer les règles européennes, mais ne pas abandonner notre ambition en matière écologique à l'échelon national. Et c'est d'ailleurs ce que nous avions déjà défini dans le programme de la NUPES comme une marche à suivre. Nous continuons à le suivre aujourd'hui et c'est ce que nous disons aussi dans notre programme comme une méthode d'action au niveau européen. Vous parlez beaucoup d'austérité, côté conjoncture, une Europe à la peine, mais toutes les nouvelles ne sont pas si mauvaises et c'est le chiffre de l'anglais tout de suite. Ce chiffre, Madame Aubry, c'est 50 500. C'est le nombre d'emplois créés en France au premier trimestre de cette année 2024. Ça fait suite à une longue période de création d'emplois. Si on remonte jusqu'à la fin 2019, on est entre 1,2 million, 1,3 million, dont, pour la première fois depuis longtemps, plus de 100 000 dans l'industrie. Est-ce que, sur ce point-là, au moins, vous ne concédez pas une réussite à l'exécutif ? Il faut voir les choses sur le temps long si vous êtes un économiste aguerri. Et malheureusement, on a eu un certain nombre d'usines qui ont fermé ces derniers mois et ces dernières années. Demain, je serai en déplacement à Amiens avec François Ruffin pour un meeting le soir à Amiens. Mais avant, nous allons rencontrer des ouvriers d'une usine qui s'appelle Metex à Amiens, qui est une usine qui produit de la lysine. C'est pas très connu la lysine, mais ça sert à produire notamment des médicaments comme l'aspégique. On a tous constaté que les pénuries de médicaments ont explosé ces derniers mois et ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu dépendant de l'étranger. 80% des principes actifs de médicaments sont produits en dehors de l'Union européenne. Et je vous donne un exemple concret. Cette usine, Metex, elle risque de mettre la clé sous la porte parce que la France et l'Union européenne l'abandonnent. Je pourrais vous parler de l'usine Duralex, qui est une usine qu'on connaît tous, nos verres qu'on avait à l'école, à la cantine. La grande verrerie, oui. Exactement, et qui est en train là aussi de mettre la clé sous la porte, notamment à cause des coûts de l'énergie, raison pour laquelle le marché de l'énergie est problématique, je l'évoquais à l'instant. Je pourrais vous parler des usines de panneaux solaires, que ce soit Photowatt, par exemple, à Bourgoin-Jallieu. Vous dites c'est pas mal, mais c'est pas assez. Mais c'est loin d'être assez, parce que
on a été un peu l'idiot utile du village mondialisé. On a multiplié les accords de libre-échange, c'est-à-dire, pour que les gens comprennent bien, on a abaissé les barrières douanières. Donc tous les produits qui viennent du monde entier sont favorisés sur notre marché à nous. Et du coup, on s'est rendu vulnérable puisqu'on a détruit notre propre industrie, notre propre agriculture. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je propose dans cette élection un grand plan de relocalisation industrielle avec des investissements publics. Comme Emmanuel Macron. Non, c'est faux. Qu'a-t-il fait en pratique? Est-ce qu'il a investi Est-ce qu'il a investi massivement, d'abord pour protéger les usines que j'évoque qui sont en difficulté et qui sont abandonnées par l'État? On attend toujours la réponse du gouvernement sur l'usine Metex pour ne prendre qu'elle. Et puis, il faut assumer de développer des secteurs stratégiques, par exemple les panneaux solaires dont on a besoin, mais aussi une forme et une dose de protectionnisme. Moi, j'assume de dire qu'il n'y a aucun sens à aller chercher du lait en Nouvelle-Zélande, des panneaux solaires en Chine ou de la viande au Brésil quand on sait le produire de très bonne qualité en France et en Europe. Vous êtes d'accord avec la candidate macroniste et son bouclier commercial européen? Pardon, mais quelle hypocrisie. La candidate macroniste, c'est celle qui a voté tous les accords de libre-échange au Parlement européen, mais sans exception. Que ce soit l'accord de libre-échange avec le Kenya, avec le Chili, avec la Nouvelle-Zélande, pardon, mais au bout d'un moment, les mots, ça suffit. Et si vous voulez une liste qui ne transige pas sur cette question, qui est le seul groupe qui jamais n'a donné une voix aux accords de libre-échange, pardon, mais le seul groupe, c'est le groupe que je préside, c'est le groupe de la gauche. Arlette, avec une réponse courte. Donc demain, vous allez être ravis. Le sommet, Choose France. Alors Versailles, ça vous allez dire, c'est pas bien. Mais en revanche, des patrons, 180, qui vont venir investir, ça fait des milliards, des emplois, des usines. En France, vous dites là, pour le coup, c'est bien. Alors, il n'est pas nouveau ce sommet. Ça fait plusieurs années qu'il a organisé. Peut-être qu'on pourrait l'appeler Choisir la France, d'ailleurs, plutôt que Choose France. Mais c'est un détail. La question qui nous est posée, c'est quel pilotage stratégique de l'État et comment orienter ces investissements. Et c'est plutôt bien, sur le principe. Moi, je suis pas pour qu'on fasse des cadeaux fiscaux comme ça a été fait à un certain nombre de grandes entreprises sans contrepartie. Je vous donne un autre exemple d'une entreprise que je connais bien qui est Sanofi. Sanofi a reçu des crédits d'impôt recherche de la part du gouvernement sans pour autant pouvoir trouver non seulement davantage de médicaments ou de vaccins, mais en plus ils sont en train de couper dans leurs dépenses de recherche. Donc l'argent public, oui, mais il faut qu'il soit utilisé à bon escient, il faut qu'il soit orienté, piloté par l'État qui choisit les secteurs stratégiques. Et jusqu'à présent, pardon, mais Choose France, c'est plutôt la main libre du marché qui a prévalu. On évoquait les propos du chef de l'État qui s'adressait sur ses réseaux sociaux à ses abonnés. Il a beaucoup parlé de défense européenne et de guerre en Ukraine, où il dit « Se joue là-bas la souveraineté et l'intégrité du territoire de ce pays hier, mais se joue aussi l'état de droit, nos règles communes. Et si on laisse faire, en Ukraine, c'est la loi du plus fort. La défense européenne, vous en parlez un peu ? Pas trop non plus, c'est le droit de fuite d'Arlette Chabot. Ça va être le droit de fuite. Allez-y, Arlette. Alors, vous êtes la liste qui incarne la paix, hein, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, effectivement, a dit au fond que l'Union européenne avait trahi parce que l'Europe proposait la paix. Aujourd'hui, on a la guerre, mais la guerre, c'est la faute de qui? C'est la responsabilité de Vladimir Poutine, c'est pas la faute de l'Union européenne? Bien sûr que c'est la responsabilité unique, même, de Vladimir Poutine. C'est lui qui a attaqué l'Ukraine, qui a violé le droit international. Maintenant, la question qui nous est posée à nous, Européens, c'est comment essayer de trouver une issue à ce conflit. Évidemment, aider et soutenir l'Ukraine, mais aussi faire en sorte que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible. Dans votre programme, vous faites allusion à la défense européenne. Pas beaucoup, hein. Vous dites la construction européenne s'est faite sur une promesse de paix, ça on a compris. Et aujourd'hui, la défense européenne n'a aucune réalité en dépit de 20 ans de bavardage. Donc aujourd'hui, quand le président de la République et d'autres disent qu'il faut effectivement bâtir une véritable défense européenne, là aussi, vous dites ça va dans le bon sens, on va sortir des bavardages. La question qui nous est posée, c'est une défense européenne pour quoi faire ? Est-ce qu'aujourd'hui, oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une politique diplomatique commune aux 27 États membres de l'Union européenne? Je vous donne un exemple. Sur le sujet de l'attaque d'Israël en Palestine, un tiers des États européens avaient initialement voté pour un cessez-le-feu, un tiers s'était abstenu et un tiers avait voté contre. Donc il n'y a pas d'unité en matière de politique de défense. Vous voulez leur imposer une position? Non, au contraire, c'est précisément... je parle, vous savez, en diplomatie, il y a un peu de pragmatisme, de réalité des faits qui s'impose à nous. Et c'est précisément ce que je veux vous démontrer, c'est qu'à ce jour où je vous parle, il n'y a pas de politique diplomatique commune. Donc ce que je propose... C'est diplomatique. On propose, est-ce qu'il faut effectivement pour avoir une défense commune? Pour avoir une défense européenne commune, il faut une diplomatie commune. Sinon, elle sert à quoi cette défense européenne? Elle sert quels intérêts? Franchement, donc, attaquer, je veux dire, est-ce que oui ou non? Mais c'est pas en proposant une armée de 1000 hommes au niveau européen qu'on va se défendre, pour être honnête.
mais même 5000, c'est très peu, à côté de la force de l'armée, par exemple, russe, qui a une armée de réserve de 145 millions d'habitants. Moi, ce que je propose, là aussi, je pense que c'est pas un gros mot, c'est d'avancer de manière pragmatique. Ce dont on a besoin, c'est d'abord de coordination et de coopération en matière industrielle. Vous pouvez faire non de la tête, mais c'est une proposition que je fais qui, je pense, a du sens. C'est de faire en sorte qu'on arrête d'importer des armes des quatre coins du monde et qu'on soit garant de notre propre souveraineté et que on collabore entre l'ensemble des États européens pour produire l'armement européen. Et de ce point de vue-là, on est encore très, très, très loin du compte. Vous dites banco, donc à Thierry Breton, par exemple, qui propose un fonds à plus de 100 milliards d'euros pour cette défense. Ça dépend exactement pour quoi faire sur ce fonds de défense. Si c'est pour faire en sorte que l'on puisse produire l'armement en Europe dont on a besoin, pourquoi pas ? Mais ça dépend des conditions qu'on y a sorties. Et de l'autre côté, je rappelle que la question qui est posée aussi derrière, c'est notre capacité d'emprunt en commun pour faire la guerre. Moi, je pense que s'il y a un emprunt en commun à faire, dans un premier temps, et la priorité absolue, c'est agir contre les inégalités, c'est agir contre le réchauffement climatique, c'est rembourser le précédent emprunt commun qui a été fait ces dernières années et qui n'a pas de modalité de remboursement à l'heure où je vous parle. Voilà à quoi devrait servir un emprunt en commun. Et surtout, là où j'ai des divergences avec le dernier emprunt en commun qui a été fait au niveau européen, c'est les contreparties qu'on demande aux États membres. On ne peut pas demander en plus des mesures d'austérité budgétaire, donc des réformes des retraites, des coupes dans les budgets publics. Ça, c'est hors de question s'il doit y avoir un emprunt en commun. Est-ce que vous considérez, Manon Aubry, que s'il y a effectivement une percée russe en Ukraine, s'il y a la possibilité d'une victoire russe, ça constitue une menace pour nous, les Européens ? Ce que nous disons depuis le début de cette guerre, c'est qu'évidemment, il faut essayer de soutenir un maximum les Ukrainiens pour que Vladimir Poutine ne gagne pas cette guerre. Mais pour autant, est-ce que c'est une menace pour nous ou pas ? Bien sûr que ça peut être une menace, mais ça fait 2 ans qu'on nous dit qu'il doit marcher sur la Pologne. Fort heureusement, il n'y est pas encore. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que l'on mette le plus rapidement possible fin à cette guerre, et pour cela, qu'on ouvre des canaux diplomatiques. Non, c'est l'Ukraine et la Russie qui devront décider de leurs conditions. Notre rôle et notre responsabilité, c'est de mettre les interlocuteurs autour de la table. C'est d'ailleurs ce qu'a proposé l'Allemagne, qui a proposé un sommet pour la paix qui aura lieu le 15 et 16 juin prochain. Monsieur Zelensky a déjà indiqué qu'il voulait y participer. Voilà une initiative. Et voilà une initiative qui a du sens. Maintenant, il faut essayer, en effet, de faire pression sur la Russie. On peut utiliser ceux qui continuent à parler à la Russie, je pense notamment à la Chine. On peut utiliser aussi comme canaux de diplomatie la protection des centrales nucléaires en Ukraine, puisque ce conflit se déroule au milieu de 13 centrales nucléaires. Et comme ça, de proche en proche, si on met une force d'interposition pour protéger les centrales nucléaires, parce qu'on a quand même un risque de Tchernobyl, alors on peut aller à l'étape d'après de protection du territoire ukrainien. Voilà des leviers diplomatiques qu'il faut activer, que je regrette que ni la France ni l'Union européenne n'aient activé jusqu'à présent. François. Est-ce que vous considérez que la menace russe et sur l'Ukraine est existentielle pour l'Europe et pour la France ou pas ? Il y a une menace russe qui est évidente. Après, je pense qu'il faut savoir raison garder. La Russie n'a pas envahi la Pologne et tous les États voisins de l'Ukraine. Et ils n'ont pas marché sur Kiev. Non, elle a envahi l'Ukraine. Elle a envahi l'Ukraine. Et notre rôle et notre responsabilité, c'est 1, d'essayer de la faire reculer, et 2, d'essayer de mettre fin à cette guerre. Et c'est ce que j'ai essayé de vous proposer en disant qu'il n'y a pas d'issue militaire à cette guerre. Ça veut dire discuter. Mais on fait toujours la paix avec son ennemi, monsieur Langlais. Je ne partage rien de le problème, c'est le moment. Propose. Et c'est le rapport de force. Mais vous pensez que dans 1 an, dans 2 ans, quand l'armée ukrainienne sera encore plus épuisée... Je ne pense rien, je vous pose la question. Et moi, je pense que le plus tôt est le mieux, parce qu'il y a déjà eu trop de morts dans ce conflit, parce que la moitié des jeunes Ukrainiens ne veulent pas s'enrôler dans cette guerre, et on peut les comprendre, d'aller mourir au front, parce que l'armée russe est une armée de réserve de 145 millions d'habitants, parce que Vladimir Poutine n'a aucune limite, et je pense qu'il faut terminer cette guerre le plus rapidement possible. En lui cédant une partie de l'Ukraine. Non, est-ce que c'est ce que j'ai dit ? Non, j'ai dit qu'il faut implicitement. Non, si on arrête aujourd'hui, de fait, c'est ça qui se passe. Je dis qu'il faut ouvrir des canaux diplomatiques et essayer de mettre les différents protagonistes autour de la table. Commençons par cela. Et qu'a fait la France pour essayer de provoquer, précipiter cette situation ? Rien. C'est l'Allemagne qui agit à notre place. Emmanuel Macron a essayé pendant des mois de discuter avec Vladimir Poutine. Il y a un moment où il a renoncé parce que c'est parce qu'il n'y a pas de réponse. Et puis maintenant, il menace d'envoyer des troupes en Ukraine. Franchement, ces propos sur l'envoi de troupes de la France en Ukraine sont inefficaces et irresponsables. Inefficaces parce qu'il a été désavoué par la plupart de nos alliés, à commencer par le gouvernement des États-Unis et le ministre des Affaires étrangères américain, et irresponsable parce que ça fait peser le risque d'un affrontement
affrontement entre deux puissances nucléaires. D'un côté, la Russie, de l'autre, la France. Même pendant la guerre froide, on a réussi à éviter ça. Donc, plutôt que jouer l'escalade militaire qui semble être la stratégie d'Emmanuel Macron, je pense qu'il faut travailler une issue diplomatique. D'autres États y sont prêts. Il faut absolument maintenant y mettre tout notre temps et toute notre énergie précisément pour préserver les intérêts européens que vous avez. Manon Aubry, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, parlons du 10 juin prochain, au lendemain de ce scrutin, l'avenir de la gauche, l'avenir de la France insoumise. Vous avez un ancien partenaire, Raphaël Glucksmann, qui est à près de 14% dans les sondages. Est-ce que vous seriez prêt à retravailler avec lui? En tout cas, de leur côté, ça semble plutôt très compliqué. Quel avenir aujourd'hui pour une UPS morte? Je suis sûre que vous m'inviterez le 10 juin prochain pour en reparler et qu'on aura l'occasion, sur la base des résultats, d'en reparler. Mais ce dont je suis sûre, moi, c'est que je continuerai à porter le programme de la NUPES. Je serai peut-être toute seule la dernière avec ce programme en vous disant oui, il y a une alternative qui existe dans le pays. Mais je le fais avec conviction et avec les tripes parce que je suis sûre qu'il y a des millions d'orphelines et d'orphelins de la NUPES, des millions de gens dans le pays qui ne se résignent pas aux inégalités sociales, à la catastrophe écologique et qui se disent bon sang, on va pas laisser l'extrême droite caracoler. Mais vous êtes en désaccord sur l'Europe, sur le Proche-Orient. C'est pas moi qui ai trahi ce programme, Madame Chabot. C'est eux ont trahi, c'est-à-dire vous n'avez pas parlé, il n'y a pas les situations. Ils ne s'en revendiquent pas. Gaza aujourd'hui. Ils ne s'en revendiquent pas. Manifestement, c'était assez pratique pour se faire élire il y a 2 ans, et aujourd'hui, ils tournent le dos à ce programme. Je le regrette, mais moi, je continuerai à vouloir vos électeurs vous tournent le dos aussi. 30% des électeurs de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, votent aujourd'hui pour Raphaël Glucksmann. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, donc on fera le bilan le 9 juin. Mais sur ma liste, j'ai aussi ces orphelines et ces orphelins de la NUPES que j'évoquais, Damien Carême, député écologiste, qui dit bah oui, ce programme de la NUPES, j'y reste fidèle. J'ai sur ma liste Arash Saidi, qui a été le coordinateur de Génération au moment où on a signé l'accord de la NUPES, qui dit oui, il faut continuer à tracer ce chemin. Et puis il y a surtout des millions de gens qui veulent de la clarté, qui ont tiré les leçons des échecs du hollandisme. Franchement, si c'est pour avoir un retour de François Hollande aux manettes, pardon, mais on a soupé, quoi. Si on va réavoir la déchéance de nationalité, le CICE. Mais il est soutenu par François Hollande. Vous avez bien vu. Complètement impossible d'imaginer de retravailler ensemble. Donc ça. Mais moi, je veux travailler. Non, je vous le dis, je veux travailler avec toutes celles et tous ceux qui se retrouvent sur ce programme. Et on a été capable de le faire il y a 2 ans. D'ailleurs, en 2022, Jean-Luc Mélenchon, qui a fait 22%, il aurait pu dire allez, je vous ai tous bien eu, je suis en tête, allez vous faire voir. Non, il a tracé ce chemin qui est un chemin d'espoir. Un résultat qui est aujourd'hui celui-ci. Qui a fait élire 151 députés à l'Assemblée nationale. Et pardon, c'est le meilleur résultat qu'ait fait la gauche depuis quand même un certain nombre d'années. Et je peux vous dire aussi, en tant que députée européenne, qu'il y a bien de mes collègues de gauche qui nous envient d'avoir fait tenir la gauche dans ce pays. Donc oui, il y a une gauche de combat. Quand on a les prix qui explosent dans notre pays, le prix de notre caddie qui explose, quand on a la pire catastrophe climatique face à nous, oui, il faut une gauche qui prend ces sujets à bras-le-corps, et on en fait partie. J'espère qu'on sera le plus nombreuses et nombreux. Et le 10 juin, je serai encore là avec mon programme en disant OK, cap sur 2027. Mais ça, j'ai entendu. Merci Manon Aubry. On vous retrouvera sur l'antenne de LCI le 21 mai prochain pour le grand débat des têtes de liste animé par David Pujadas.